L'histoire commence dans un donjon, après un véritable massacre. De nombreux corps sans vie sont éparpillés sur le sol, et notre protagoniste, nommé Ziyo Ju-heon, est le seul survivant. Il se retrouve face à un gigantesque serpent monstrueux, à l'apparence terrifiante. La créature se jette aussitôt sur lui. Ziyo prend immédiatement la fuite, mais le monstre est impitoyable. Il le poursuit sans relâche, si bien que notre héros n'a d'autre choix que de contre-attaquer. Malheureusement, sa lame n'est pas assez puissante pour trancher les crocs du serpent. Il est donc contraint de prendre ses distances. Ziyo prend appui sur un mur en bondissant afin de gagner de l'élan et prépare son ultime attaque. À cet instant, le serpent remarque un changement dans l'épée de Ziyo et modifie aussitôt son attaque pour simplement le repousser. Le choc inflige de graves blessures à ses organes internes. Le monstre repart immédiatement à l'assaut. Après tous ses efforts, Ziyo parvient enfin à charger la technique qu'il tentait d'utiliser depuis le début du combat. Son épée se met alors à rayonner d'une vive lumière entre ses mains. Ziyo ordonne au serpent de se calmer une bonne fois pour toutes avant de planter son épée directement dans son crâne. Une énergie jaillit dans toutes les directions à travers la lame. Mais le serpent se révèle bien trop puissant. L'épée de Ziyo se brise, le laissant totalement sans défense en plein vol. La créature referme alors ses mâchoires sur sa jambe. Malgré la douleur, Ziyo tente désespérément de poignarder l'œil du serpent. Mais cette bête est tout simplement irrésistible. Elle mord violemment toute la partie inférieure de son corps avant de le projeter contre un mur avec une force dévastatrice. Ziyo hurle de douleur, tant la souffrance est insupportable. Il ne peut pas croire que sa vie va se terminer d'une manière aussi atroce. Alors que sa situation devient de plus en plus désespérée, Ziyo rejette toute la responsabilité sur un homme nommé Quan. Un retour dans le passé montre Quan disant à Ziyo que cette mission devait réussir à n'importe quel prix. En échange, Quan lui avait promis qu'il recevrait une récompense à la hauteur de ses efforts. De retour au présent, Ziyo est dans un état lamentable après avoir été littéralement mis en pièces par le serpent. Ziyo ne peut que laisser échapper un rire amer et déclare qu'il est hors de question que sa vie se termine ainsi. Le serpent ne prête même pas attention à ses paroles et s'avance pour le dévorer. C'est alors que Ziyo entend soudain une voix. Au même instant, le temps s'arrête complètement. La voix, visiblement agacée, lui reproche de faire beaucoup trop de bruit. Ziyo ne comprend absolument pas ce qui vient de se passer, car il était persuadé qu'il allait mourir. La voix est surprise de constater que Ziyo est capable de l'entendre. Celui-ci lui explique alors que ce n'est pas la première relique parlante qu'il rencontre. Il ignore de quelle relique il s'agit, mais lui ordonne malgré tout de se débarrasser du serpent et de le laisser partir. La voix éclate de rire devant sa demande et lui demande s'il pense vraiment pouvoir survivre dans son état actuel. Ziyo baisse les yeux vers son corps en lambeaux. La voix lui fait remarquer qu'il a littéralement été coupé en deux. Elle ajoute qu'il a déjà énormément de chances d'être encore en vie et se demande même s'il est encore capable de ressentir la douleur. Ziyo se met à trembler de tout son corps, incapable de croire ce qu'il voit. La voix poursuit en expliquant que, même si elle éliminait le serpent, Ziyo serait incapable de quitter cet endroit par ses propres moyens. Il ne tient déjà plus à la vie que par un fil. Elle lui demande alors combien de temps il pense encore pouvoir survivre. Alors que Ziyo crache du sang, la voix lui annonce que sa fin est arrivée et qu'il s'agit d'une fin particulièrement misérable. Elle affirme que Ziyo est un talent exceptionnel, né à la mauvaise époque, condamné à ne connaître que la souffrance. À présent, il va mourir sans jamais avoir eu l'occasion d'exploiter pleinement les capacités qui faisaient sa force. Furieux, Ziyo lui répond qu'elle ne sait absolument rien de lui et qu'elle parle sans rien connaître de son histoire. Il lui explique qu'il n'a jamais choisi de vivre de cette manière. S'il en est arrivé là, c'est uniquement à cause de Quan. Ziyo jure alors que, quoi qu'il lui en coûte, il obtiendra sa vengeance. Son cri de rage résonne dans toute la salle. La voix, amusée par sa détermination, laisse échapper un léger rire. Elle reconnaît qu'il serait vraiment dommage de laisser mourir ici quelqu'un d'aussi talentueux que Ziyo. Une lumière éclatante illumine toute la pièce, et Ziyo est stupéfait de voir un corbeau apparaître devant lui. La voix provient de cet oiseau et lui annonce qu'elle est prête à lui offrir une seconde chance. Elle lui ordonne d'aller revendiquer le trône du véritable roi. Une lumière aveuglante jaillit alors du corbeau et enveloppe entièrement Ziyo. Celui-ci ressent une douleur intense, mais cette fois, elle est provoquée par la lumière qui est en train de régénérer son corps. Quelques instants plus tard,
Zio se demande de quoi parlait ce stupide corbeau. Il a évoqué un certain roi, mais Zio n'a absolument aucune idée de ce que cela signifie. D'après ce qu'il a pu ressentir, cette voix appartenait au minimum à une relique de rang héros, voire même à une relique de rang divin. Zio essaie encore d'évaluer sa puissance, lorsqu'il se souvient soudain que sa vie était censée prendre fin quelques instants plus tôt. Il est alors sous le choc, en découvrant que ses jambes ont repoussé et qu'il est toujours vivant. Il regarde autour de lui et s'aperçoit que tout le monde le fixe du regard. Une femme, visiblement furieuse, déclare que Zio est complètement fou et ordonne aux policiers d'intervenir. Complètement désorienté, Zio ne comprend rien à la situation. Pour une raison inconnue, il se trouve désormais dans un commissariat de police. Il est en plein interrogatoire et un policier lui demande de décliner son identité. Zio peine encore à reprendre ses esprits et se demande si tout cela est lié à ce qu'a fait le corbeau. Il commence à penser que tout ce qui vient de se produire n'était peut-être qu'un rêve ou une hallucination. Le policier poursuit son interrogatoire, mais il est interrompu par le bruit de feux d'artifice. C'est le premier jour de la nouvelle année et le policier se plaint en disant qu'il déteste déjà l'année 2025. En entendant cela, Zio est complètement abasourdi. L'année est 2025, ce qui est pourtant impossible. Cette année remonte à 15 ans. Il se demande alors s'il vient de renaître. Si c'est réellement le cas, cela signifie qu'il a été renvoyé dans le passé. Il repense alors aux paroles du corbeau qui lui avait promis une seconde chance afin qu'il puisse revendiquer le trône du véritable roi. Zio comprend immédiatement à quel point cette opportunité peut lui être favorable. Un sourire apparaît alors sur son visage. C'est le premier jour de l'année, ce qui signifie que les reliques capables d'accorder des pouvoirs aux humains ne sont pas encore apparues. Dans le futur, une lutte acharnée et une concurrence féroce éclateront pour mettre la main sur ces reliques. Mais pour l'instant, personne n'a encore connaissance de leur existence. Zio est le seul au monde à savoir qu'elles vont bientôt apparaître, et cette idée le remplit d'enthousiasme. Grâce à cette avance, il pourra récupérer les reliques avant tout le monde et s'approprier leurs incroyables pouvoirs. À cet instant, la femme en colère fait remarquer que Zio se comporte de manière étrange. Il marmonne tout seul et affiche un sourire inquiétant, si bien qu'elle se demande même s'il réalise où il se trouve. Zio remarque alors le garçon qui accompagne cette femme et se souvient soudain de ce qui s'est passé. Ce sale gamin était venu le provoquer, et Zio l'avait simplement repoussé. Le garçon était aussitôt tombé au sol comme un sac de pommes de terre, comme s'il attendait justement que Zio réagisse en premier. La femme accuse alors Zio d'avoir frappé son fils, précisant que celui-ci n'est qu'un élève de 3e année de lycée. Cette scène s'était produite 15 ans plus tôt dans la vie de Zio. Il essaie donc de se rappeler comment il avait réussi à s'en sortir à l'époque. Il se souvient que cette femme avait exigé une indemnisation complètement démesurée. À l'époque, il avait même dû se mettre à genoux pour la supplier de réduire le montant. Comme si cela ne suffisait pas, il n'avait pas le moindre sou en poche. La femme hystérique continue de lui crier dessus avant de tenter de le gifler. Les sens exceptionnels de Zio s'activent instantanément. Il intercepte facilement son bras. Tout le monde reste bouche bée. Même Zio n'arrive pas à croire qu'il ait réagi avec une telle vitesse. Il dit alors à la femme de se calmer, lui rappelant que c'est son fils qui a provoqué la bagarre. Il ajoute également que la somme qu'elle réclame est totalement excessive. Il fait remarquer que l'on dit souvent que les personnes riches abusent de leur pouvoir, et qu'elle en est la parfaite illustration. Le garçon tente alors de se jeter sur Zio. Mais celui-ci le renverse d'un seul mouvement et le maîtrise sans la moindre difficulté. Zio remarque alors que son corps lui paraît incroyablement léger. Il se demande si cela est dû au fait que la maladie provoquée par les reliques ne l'a pas encore atteint. Dans son ancienne vie, cette maladie s'était déjà manifestée à cette époque. Il ne comprend donc pas pourquoi elle ne l'affecte plus. C'est alors qu'il réalise enfin la vérité. Il a bel et bien été renvoyé 15 ans dans le passé, tout en conservant toutes les compétences de combat qu'il avait acquises au cours de ces 15 années. Zio est fou de joie, car il vient de remonter le temps sans avoir perdu la moindre de ses capacités. Le lycéen lui lance alors qu'il vient de commettre une énorme erreur. À cet instant, Zio se rappelle qu'il se trouve toujours dans un commissariat de police. Il est enfermé dans une cellule, mais cela ne l'inquiète absolument pas. Il se répète que tout ce qui se passe actuellement est sans importance. Une fois que les reliques feront leur apparition, le monde sombrera dans le chaos
et les lois n'auront plus aucune valeur. Zio explique qu'en 2025, d'immenses tremblements de terre ont secoué la planète entière, faisant apparaître des tombeaux mystérieux aux quatre coins du monde. À l'intérieur de ces tombeaux se trouvaient des reliques issues des légendes, des contes populaires et même des œuvres de fiction célèbres. On disait depuis toujours que les histoires transmises à travers les générations possédaient un pouvoir particulier. Et jamais cette affirmation n'avait été aussi vraie qu'à ce moment-là. Ceux qui entraient en possession d'une relique obtenaient toutes sortes de pouvoirs extraordinaires. C'est ainsi que des personnes du monde entier se lancèrent à la recherche de leur propre relique. Par un incroyable coup de chance, Zio mit la main sur la relique de l'archéologue. L'importance de cette découverte était impossible à exagérer. Pour Zio, c'était comme s'il avait décroché le gros lot. Grâce aux immenses connaissances que cette relique lui apporta sur les tombeaux et les reliques, il pensa enfin pouvoir changer sa misérable existence. Malheureusement, il découvrit rapidement que les choses ne seraient pas aussi simples. Un jour, il assista à une scène inhabituelle. Deux hommes tentaient d'entrer dans un tombeau. Des gardes leur barrèrent le passage en leur expliquant que l'accès leur était interdit. Une telle situation ne s'était encore jamais produite auparavant. Les gardes précisent que la société TKBM détenait les droits exclusifs d'excavation de ce tombeau. Les deux hommes refusèrent de partir. Les gardes les menacèrent alors de les tuer s'ils continuaient à désobéir. Ils ajoutèrent même qu'ils ouvriraient le feu s'ils persistaient. Selon Zio, c'est à cet instant précis que tout a changé. Kwon, le président de TKBM, fut à l'origine de cette nouvelle ère. Lui et de nombreux autres monopolisateurs firent en sorte que personne, hormis eux, ne puisse désormais explorer les tombeaux à la recherche de reliques. Heureusement pour Zio, son talent exceptionnel pour l'excavation fut rapidement remarqué. Il fut alors recruté par TKBM. Kwon l'engagea et lui confia toutes sortes de missions peu recommandables. Parmi elles figuraient la contrebande, l'espionnage et le pillage de tombeaux. Le détestait parce qu'il pensait qu'il n'était qu'un chien fidèle d'un monopolisateur. Il lui répétait sans cesse qu'il ne serait absolument rien sans Kwon. Pourtant, ces insultes faisaient simplement sourire Zio. Il trouvait amusante la manière dont les autres voyaient la situation. Il repensait au fait qu'il avait lui-même choisi de devenir le chien de Kwon. Il avait supporté toutes les humiliations et tous les affronts. Il avait traversé d'innombrables épreuves. Et au final, tout cela n'avait servi à rien. De retour au présent, Zio rappelle qu'une fois les reliques apparues, le monde entier sombrera dans un chaos où les lois n'auront plus la moindre valeur. Il est heureux d'avoir conservé toutes ses capacités de combat. Mais il sait que cela ne suffira pas. Il doit absolument se préparer à explorer les tombeaux dès que les reliques commenceront à apparaître. Le problème est qu'il ignore encore comment s'y prendre. À cet instant, des mots apparaissent soudainement dans les airs devant lui. Zio est complètement déconcerté. Le texte affiche « Tomb Raider Zio ». Il se demande alors s'il est en train d'halluciner. Quelques instants plus tard, une nouvelle phrase apparaît. Elle le qualifie de voleur minable, incapable d'utiliser correctement une simple pelle. Zio comprend immédiatement qu'une relique est forcément à l'origine de ce phénomène. Il se demande alors si tout cela n'est pas encore l'œuvre du corbeau. Persuadé que celui-ci est en train de l'observer, il exige qu'il se montre. À ce moment-là, son écran de statut se met soudainement à jour et affiche l'une de ses compétences. Il s'agit de sa compétence de base de pilleur de tombeaux, appelée espionnage, qui lui permet de détecter tout ce qui se trouve dans un rayon d'1 mètre. Zio peste contre le corbeau et se demande si sa vie est devenue une sorte de jeu vidéo. Un nouvel écran apparaît alors devant lui. Il indique qu'une nouvelle quête lui a été attribuée. Sa mission consiste à éveiller les 4 compétences cachées qui sommeillent en lui afin de devenir un véritable pilleur de tombeaux. Zio ne sait absolument plus quoi penser de toute cette situation. À ce moment-là, un garde lui ordonne de faire moins de bruit. Zio comprend alors qu'il est le seul capable de voir ces mystérieux écrans flottants. Puis il remarque que tout ce qui se trouve dans un rayon d'1 mètre autour de lui apparaît avec une netteté parfaite. Il se souvient aussitôt qu'il s'agit de la capacité que lui conférait autrefois la relique de l'archéologue. Ce détail est pourtant extrêmement étrange. En effet, cela signifie que la relique a disparu, mais que son pouvoir, lui, est toujours resté en sa possession. Zio est en réalité plutôt satisfait de cette fenêtre de statut,
car elle lui permet enfin de voir clairement les informations concernant ses capacités. Il remarque que sa compétence de base n'est qu'à 1 sur 4, ce qui signifie qu'il lui reste encore 3 compétences à débloquer. Il estime donc être sur la bonne voie, mais il ne peut s'empêcher de se demander ce que cherche réellement le corbeau. Après tout, les reliques n'aident jamais les humains. Il se méfie donc énormément d'elles. À ce moment-là, un homme arrive pour faire sortir Zio de sa cellule. Il s'appelle Jianwu et lui explique que le jeune délinquant est un récidiviste. Jianwu demande à Zio de ne pas s'inquiéter, ajoutant qu'il va s'occuper de toute l'affaire. Zio le remercie, ce qui fait aussitôt éclater Jianwu de rire. Selon lui, Zio parle enfin comme une personne normale. Il suppose que son séjour en cellule lui a servi de leçon. Zio nous explique alors que Jianwu est inspecteur de police et qu'il a toujours veillé sur lui lorsqu'il n'avait personne sur qui compter. Sur le chemin du retour, Zio lui demande si des événements étranges se sont récemment produits, comme des personnes possédées ou des phénomènes liés à des pouvoirs surnaturels. Pris au dépourvu, Jianwu lui demande s'il se sent bien. Il lui conseille même d'aller consulter un voyant s'il commence à croire à ce genre de choses. Puis il se met soudain à rire en se souvenant de quelque chose. Il plaisante en disant que sa femme possède peut-être des super-pouvoirs, puisqu'elle parvient toujours à retrouver les cachettes secrètes où il dissimule ses affaires. Comprenant qu'il ne s'agit que d'une plaisanterie, Zio conclut que les utilisateurs de reliques ne sont pas encore apparus. Les deux amis se séparent ensuite. En réfléchissant à la situation, Zio comprend que des tombeaux mystérieux ont déjà commencé à apparaître un peu partout. En revanche, personne ne possède encore de reliques. Il réalise alors que le moment est idéal pour passer à l'action. Le seul obstacle qui se dresse devant lui est son manque d'argent. Il se souvient que la plupart des premières reliques sont apparues en Europe et sur le continent américain. Il devra donc réunir suffisamment d'argent pour acheter des billets d'avion. À cet instant, il tombe sur une bande de voyous qui le reconnaissent immédiatement et lui demandent pourquoi il n'est pas au travail. Il tente de l'intimider, mais Zio les observe simplement comme s'il représentait sa nouvelle source de revenus. Le chef de cette bande s'appelle Park. Ancien membre de la pègre, il est désormais un voyou local qui travaille également comme marchand d'œuvres d'art. Il dirige une petite galerie avec sa sœur aînée, Kyangju. À l'époque du lycée, Zio avait désespérément besoin d'argent. Il travaillait donc à temps partiel pour eux. En échange d'une rémunération dérisoire, il acceptait de subir leurs coups et était exploité comme un véritable esclave. Les voyous commencent, comme d'habitude, à s'en prendre à Zio. L'un d'eux lui ordonne de faire attention à la manière dont il leur parle. Il lève la main pour le gifler, mais Zio l'envoie voler d'un seul coup de poing. Les autres restent complètement bouche bée. Zio les regarde calmement avant de leur demander s'ils en ont enfin assez. Il leur ordonne de retourner voir leur patron et de lui transmettre un message. Il annonce qu'il démissionne. En conséquence, il exige qu'on lui verse immédiatement tous ses salaires impayés ainsi que ses indemnités de départ. Les voyous n'ont jamais vu Zio agir de cette manière. Ils refusent donc de le prendre au sérieux. Park tente alors de l'attaquer. Mais Zio lui écrase littéralement le visage sous une pluie de coups. Il le massacre sans la moindre difficulté avant de mettre un terme au combat d'un violent coup de genou en plein visage. Les autres voyous restent figés de stupeur. Ils ont toujours cru que Zio était incapable de se battre. L'un d'eux leur ordonne alors de cesser de parler et de se jeter tous ensemble sur lui. Ils passent immédiatement à l'attaque. Mais le résultat tourne rapidement au massacre. Zio démontre une maîtrise du combat tout simplement incroyable. Il neutralise ses adversaires les uns après les autres sans leur laisser la moindre chance. Les voyous ne peuvent plus que se tordre de douleur, tant chacun de leurs membres les fait souffrir. Des corps sont éparpillés dans toute la rue. L'un d'eux n'arrive toujours pas à comprendre ce qui vient de se passer. Pour lui, Zio a toujours été un faible incapable de se défendre. Une telle démonstration de force est donc totalement incompréhensible. Zio comprend que tout cela est le résultat des 15 années d'expérience et de compétences qu'il a conservées après son retour dans le passé. Cependant, il remarque également que son corps plus jeune ne possède pas encore la musculature nécessaire pour supporter pleinement ces techniques. S'il continue à forcer, la situation risque de devenir dangereuse. Il doit donc mettre fin au combat rapidement. Fou de rage après la correction qu'il vient de subir, Park sort soudain un couteau. L'un des voyous lui demande de faire attention, rappelant qu'un coup de cette lame pourrait tuer Zio. Mais Park n'en a absolument rien à faire. Selon lui, après tout ce qu'ils ont fait pour Zio,
celui-ci a osé les humilier. À cet instant, Zio remarque quelque chose d'étrange. Ce couteau est en réalité une relique. Les reliques sont extrêmement rares et presque impossibles à obtenir. Il se demande donc comment un minable comme Park a pu mettre la main sur un tel objet. En y réfléchissant, ce n'est finalement pas si surprenant. Il arrive parfois que certaines reliques quittent leur tombeau avant leur découverte et se cachent discrètement parmi les humains. Park se précipite alors sur Zio, son couteau en main. Mais notre héros ne montre pas la moindre inquiétude. Au contraire, un sourire apparaît sur son visage, car il sait déjà qu'à partir de maintenant, cette relique lui appartiendra.